Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous deux. Les obsèques de Chemseddine ont lieu aujourd'hui. Cet adolescent de 15 ans battu à mort jeudi dernier à Viry-Châtillon. L'enquête retient à ce stade la préméditation et fait le lien avec des échanges à caractère sexuel avec une mineure, elle-même mise en examen. Ce type d'acte, est-ce qu'il dit quelque chose de la société française actuelle, selon vous ? Oui, parce que ça se répète un peu trop souvent. On ne peut plus considérer ça comme des faits divers, mais comme des faits de société qu'il faut pouvoir analyser. D'abord, aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement. Et donc, je pense qu'il faut tous avoir une pensée pour la famille, les parents, les amis, toute la population de Viry-Châtillon, son maire, Jean-Marie Villain, parce que ça doit être extrêmement dur pour toute la communauté éducative aussi, d'avoir à enterrer un jeune homme de 15 ans qui s'est fait rouer de coups pour avoir échangé des mots caractère sexuel avec une jeune fille. Donc pour moi, ça veut dire deux choses. C'est d'une part une société plus violente, dans le sens où la violence, elle s'exprime de plus en plus tôt chez les jeunes, avec des morts, et une partie de la jeunesse qui, quelque part, comme si elle n'avait pas conscience des actes qu'elle commettait. Et j'espère que la justice pourra dire s'ils avaient conscience ou pas. Mais la deuxième chose, c'est comme s'il y avait une société de plus en plus intolérante dans les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports à la sexualité. Et c'est ça aussi qui m'interpelle, parce que c'est pas la première fois aussi que ces actes sont commis sur ce prétexte-là, et conduisant jusqu'à la mort. Et donc est-ce que l'on a reculé aussi là-dessus, dans le pays, la France, du romantisme, de l'amour, où on n'a plus cette approche à la sexualité, à la tendresse, aux relations entre les hommes et les femmes. Je ne parle même pas sans distinction de genre, mais imaginez, c'est tout ça que je prends en compte. Nos enfants ont besoin d'être protégés. L'école doit rester un sanctuaire, ça s'est produit à la sortie de l'école. Il n'empêche, nous devons créer toutes les conditions pour que nos enfants soient protégés de toute violence. Mais les causes, parce que vous dites qu'il y a de plus en plus de violence, de plus en plus tôt, quelles causes vous voyez à l'origine de ce phénomène ? Moi, j'attends surtout que la justice, elle éclaire totalement ce qui s'est passé, ce qui a pu conduire à l'irréparable. C'est pour ça qu'elle doit faire tout son travail. Mais ma question porte moins sur le cas spécifique de Viry-Châtillon que sur l'accumulation de ce qu'on appelle des faits divers, et qui en effet deviennent, à force d'accumulation, peut-être des faits de société. Des échanges que j'ai eus avec des magistrats, des notes que j'ai consultées, produites par eux, montrent que dans les faits, il n'y a pas plus d'homicides, il n'y a pas une augmentation des homicides par rapport à ces 15-20 dernières années. En revanche, des actes de violence et des homicides commis par des personnes jeunes sont de plus en plus nombreux. Mais vous parlez d'ensauvagement, par exemple, comme Gérald Darmanin, ensauvagement de la société. Emmanuel Macron lui parlait de décivilisation. C'est ce que vous remarquez, vous aussi ? Je ne veux pas rajouter des mots, faire de la sémantique, et puis si je dis oui, on va me dire que je parle comme l'autre, etc. Non, il faut prendre la mesure que même donc les magistrats le disent, que s'il y a autant de morts sur une année, il y a quand même une violence qui arrive plus tôt chez les jeunes. Et donc cette question doit nous interpeller, et on doit se dire comment on fait pour mieux accompagner, encadrer, protéger la jeunesse. Je vais vous dire tout de suite quelque chose. La question des éducateurs, les éducateurs spécialisés, les moyens que l'on met dans les villes pour accompagner les jeunes qui sont repérés parce qu'ils ont déjà commis un acte, parce qu'ils sont absents de l'école, parce qu'ils ont eu un comportement violent, sans qu'ils deviennent des délinquants. Mais comment on fait pour que tout de suite, ils aient un encadrement ? Normalement, il faudrait quasiment un éducateur pour un jeune violent. Aujourd'hui, il y en a un pour 10. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent ? Mais la droite va vous répondre, mais c'est le rôle des parents. Quand il y a manquement éducatif,
Vous demandez des comptes aux parents. Mais bien sûr, mais la droite, elle va vite pour trouver un coupable, les parents, et on fait quoi? On met les parents en prison, on leur coupe tout moyen de subsistance, et on les enfonce encore plus dans la précarité et la misère. Il faut réparer, prévenir, accompagner. Il y a des parents qui ont besoin d'être éduqués eux-mêmes, et donc ils ont besoin d'encadrement. Ces éducateurs, ils interviennent dans le champ familial. Il y a des associations qui travaillent dans ce domaine. Les maires sont en première ligne, justement, pour trouver des moyens d'accompagnement, pour aider, pour financer des associations. Et ce sont les mêmes maires qui disent « mais aidez-moi, parce que j'ai plus les moyens financiers pour pouvoir faire ça ». Donc il faut vraiment prendre l'ensemble du problème et développer des services publics qui accompagnent beaucoup plus les parents et les enfants. Et d'un mot, des conseils disciplinaires dès le primaire, comme l'a par exemple proposé la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Franchement, j'ai besoin d'écouter plus ce que disent eux-mêmes les enseignants sur ce sujet. Ça me paraît un peu tôt, mais il y a des gamins dès le CM2 qui sont grands et qui peuvent en avoir besoin. Je dirais une chose, c'est que il y a aussi la question des réseaux sociaux. Parce que je sais qu'à l'école primaire, ça pèse. Et j'ai entendu un directeur... Au collège aussi, il y a aussi... Bien sûr, mais dès l'école primaire, j'ai entendu un directeur d'école à Quimper, que j'ai rencontré lors d'un meeting, qui me disait que des gamins qui avaient un portable dès l'âge de 10 ans, en CM2, il a en mémoire 2 élèves qui étaient au top dans leur classe, les meilleurs élèves. Dès le moment où ils ont eu un téléphone portable en main, ils ont chuté. Chuté, c'est-à-dire perte de concentration, moins de motivation à l'école, y compris ils ont même demandé les gamins à sortir de la cantine scolaire pour avoir plus de temps pour être sur leur portable dès qu'ils sortent de l'école. Donc il y a un vrai travail à faire pour encadrer l'usage des réseaux et l'accès au téléphone pour nos gamins. Ils sont interdits à l'école primaire, tant mieux. Dans les collèges, à voir. Mais il faut éduquer les parents aussi pour qu'ils prennent conscience du danger qu'il y a avec ces téléphones portables et les réseaux sociaux. Fabien Roussel, on vous retrouve juste après le fil info. Il est déjà 8h40, Mathilde Romagnan. Emmanuel Macron et les dirigeants égyptiens et jordaniens ont appelé hier soir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et à une libération de tous les otages. Ils mettent aussi en garde Israël contre les conséquences dangereuses d'une offensive à Rafah, offensive pour laquelle une date a été fixée selon le Premier ministre israélien. 4 jours après la mort de Shamseddine à Viry-Châtillon dans l'Essonne, les obsèques de l'adolescent de 15 ans sont prévues aujourd'hui. Il a été passé à tabac à la sortie du collège. 4 jeunes de 17 à 20 ans ont été mis en examen pour assassinat. Plusieurs associations accusent la France, mais aussi la Suisse et le Portugal d'inaction climatique. La Cour européenne des droits de l'homme, basée à Strasbourg, se prononce ce matin sur cette question à partir de 10h30. Le ministre de l'Intérieur en dit plus sur la sécurité autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Cérémonie entourée d'une zone de protection avec inscription obligatoire en ligne pour y entrer ou pour la traverser. Inscription possible à partir du 10 mai prochain. France Info. Le 8-30 France Info. Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel. Emmanuel Macron, le président égyptien Al-Sisi et le roi de Jordanie Abdallah II signent une tribune. Ils appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ils mettent en garde Israël contre une offensive à Rafah. Mais si Israël n'en tient pas compte, comme c'est le cas depuis la résolution adoptée par l'ONU, qu'est-ce qu'on fait? Il faut passer aux sanctions? Ah oui, il faut passer aux sanctions. Bon, d'abord, cette tribune, enfin, je dirais, c'est écrit noir sur blanc, avec 2 chefs d'État concernés. Ça intervient 6 mois après cette intervention. C'est quand même... Il y a eu quand même plusieurs appels par Emmanuel Macron. Oui, d'accord, mais enfin, tout ça... C'est même entretenu avec Benyamin Netanyahou à plusieurs reprises pour appeler au cessez-le-feu. Tout ça, c'est bien mou de la part de la France, qui peut être un peu leader au sein de l'Union européenne. Donc il faut être plus dur. La France, plus politique, la France notamment, aurait dû déjà reconnaître l'État de Palestine. Et si la France reconnaissait l'État de Palestine aujourd'hui, d'autres pays de l'Union européenne le feraient dans son sillage, comme le Luxembourg, comme l'Espagne, qui s'apprête à le faire. Et donc, nous devrions être plusieurs pays de l'Union européenne à s'engager. C'est ce que m'avait dit le Premier ministre palestinien que j'ai rencontré lorsque je me suis rendu là-bas, en Palestine.
Palestine. Il y a un mois, nous étions la première délégation politique à nous rendre sur place quand je me suis rendu dans les camps de réfugiés en Cisjordanie et à Jérusalem. Et c'est ce que nous avait dit l'autorité palestinienne. Si la France a une chose à faire, c'est de reconnaître l'État de Palestine, parce que c'est un acte politique fort qui aurait une résonance sur la scène internationale. Mais donc vous ne parlez pas de sanctions? Mais bien sûr que si, il faut ensuite que la France joue tout son rôle au sein de l'Union européenne pour qu'il y ait des sanctions économiques à l'égard du gouvernement israélien, contre le gouvernement israélien. C'est d'ailleurs ce que nous demandons, nous, la liste qui est conduite par Léon Desfontaines et que le Parlement européen devrait mettre à l'ordre du jour, c'est que les accords d'association entre l'Union européenne et Israël soient suspendus tant que ce massacre perdure et que tant de civils meurent aujourd'hui. Je rappelle que la Cour internationale de justice a dit qu'il y avait un risque génocidaire en cours. Ne soyons pas indirectement complices de ce risque génocidaire. Vous, il y a un mois, vous avez même dit qu'un génocide était en cours. Ça signifie qu'à vos yeux, le gouvernement israélien a une intention délibérée d'exterminer les Palestiniens de Gaza? S'il n'y a pas d'intention, là, dites-moi. Nous apprenons même qu'aujourd'hui, il utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir cibler des militants du Hamas, et ils attendent que ces militants rentrent chez eux le soir pour que des drones viennent les frapper quand ils dorment avec leurs femmes, leurs enfants, et donc augmentant d'autant le nombre de civils tués. Et donc si ça, c'est pas une intention, quand il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton pour aller tuer des femmes et des enfants, sachant qu'ils dorment, que c'est la nuit, c'est délibéré. Et donc c'est pour pas vous, Benyamin Netanyahou et une partie de son gouvernement doivent être un jour poursuivis? Mais c'est une Cour internationale de justice qui le dira. En tout cas, il y a une alerte qui est donnée par la CIJ en ce sens, et je m'appuie dessus. Et si j'étais en responsabilité, je dirais que la France devrait saisir la Cour internationale de justice pour elle-même alerter sur le génocide en cours en ce moment à Gaza. La France devrait prendre cette initiative, mettre tout son poids, comme l'a fait l'Afrique du Sud, comme le demande l'Irlande. Soyons plus à l'offensive. La France est un pays important, qui a un poids politique et diplomatique important dans le monde. Elle n'utilise pas ce poids, et c'est ce que je regrette. Fabien Roussel, le week-end dernier à Paris, un rassemblement organisé par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, appelé à la mobilisation pour le retour des otages. Mais parmi ceux qui prenaient la parole devant la foule, le député PS Jérôme Guedj a été hué, interrompu à de multiples reprises, et son manteau même tiré vers le bas pour le faire basculer, parce qu'il appelait aussi à la protection des civils palestiniens. Quelle est votre réaction ? Mais j'apporte tout mon soutien à Jérôme Guedj, et il a eu le courage de monter à cette tribune et de dire ce qu'il fallait dire. Oui, il faut libérer les otages encore détenus aujourd'hui, dont certains de nos compatriotes, et donc il faut tout faire pour qu'ils soient libérés. Oui, il faut une trêve humanitaire urgente pour cesser le massacre de civils innocents, et oui, il faut une solution à 2 États, il n'a pas eu le temps de le dire, mais oui, il la faut aussi. Et de le dire devant la communauté... Quand même sur ce qu'a dit la vice-présidente du CRIF, elle a nié la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Elle a dit, je cite, « Parler de famine à Gaza, c'est croire les terroristes qui glorifient la mort ». Qu'est-ce que vous dites au CRIF ? Mais je sais qu'au sein du CRIF, comme au sein de la communauté israélienne, il n'y a pas un seul courant de pensée. Et je rencontre beaucoup d'Israéliens, de Juifs, qui me disent leur tristesse, leur émotion face à ce qui se passe là-bas en leur nom. Ils sont horrifiés par l'attitude de Benjamin Netanyahou. Et voyez les manifestations qui ont lieu à Tel Aviv contre ce gouvernement d'extrême droite. Et donc il y a des juifs progressistes, humains, qui ne supportent pas ce qui se passe là-bas. Et il y en a aussi qui sont racistes. Il y a des juifs qui ont une telle haine des Arabes, des Palestiniens,
et qu'ils en deviennent à avoir des propos insupportables, inhumains. Certains vont même à soutenir des candidats d'extrême droite et antisémites. Alors pour vous dire, ils ont telle haine des Arabes qu'ils en viennent à soutenir des candidats antisémites. Mais ça, c'est leur problème mental, à eux de s'interroger. En tout cas, j'en connais tellement autour de moi qui demandent, qui interpellent le gouvernement israélien pour qu'il cesse cette horreur et ce massacre à Gaza. Fabien Roussel, le débat économique à présent, Emmanuel Macron écarte l'idée d'un budget rectificatif qui serait présenté aux parlementaires, alors qu'il promet de faire encore de nouvelles économies en 2024 comme en 2025. Vous le regrettez ? Ah ben ça, non seulement je le regrette, mais ils sont quand même champions du monde, ceux-là. Ils sont au gouvernement. Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, ils sont en responsabilité ensemble depuis 7 ans. Depuis 7 ans, ils sont responsables d'un déficit aggravé énorme, un des plus importants que nous ayons connu ces dernières années, et d'une dette qui est augmentée de 900 milliards d'euros. 900 notamment milliards d'euros. À cause du Covid. Non, mais d'accord. Ils ont eu le Covid, mais vous allez mettre 900 milliards d'euros sur le dos du Covid ? Plusieurs centaines de milliards. Oui, mais alors, entre plusieurs centaines et 900... Est-ce que vous dites comme la droite ? Mais faut pas rigoler non plus. Non, mais parce que... sinon, à ce compte-là... Ma question, elle portait sur le oui ou non, le fait qu'il n'y ait pas de budget rectificatif, le fait que les députés, que vous d'abord, êtes, ils sont pas responsables d'une très, très, très mauvaise gestion des finances publiques. Ils sont nuls, très mauvais gestionnaires. Et donc, pas de budget rectificatif. Alors, bien sûr qu'il faut faire un budget rectificatif, mais au moins qu'on ait l'occasion d'en parler, au moins qu'on ait la possibilité d'amender et de réorienter les choix financiers de la France. Ils ont aggravé le déficit public. Et enfin, j'ai entendu le président de la République qui dit on n'a pas un problème de dépenses, on a un problème de recettes. Ça, vous êtes d'accord avec lui ? Ça fait du bien à entendre, parce que j'entends tous les jours, on a un problème de déficit, donc il faut réduire les dépenses. Oui, mais alors vous connaissez la logique, on gagne moins, donc du coup on arrête de dépenser. Mais oui, mais bien sûr, non. Le problème, c'est qu'on a tellement réduit... ils ont tellement réduit les recettes de l'État, suppression de l'ISF, baisse des prélèvements sur les dividendes, baisse de l'impôt sur les grandes multinationales, etc., etc. Ils ont tellement réduit les recettes de l'État qu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Et ensuite, ils dépensent tellement mal, parce qu'effectivement, quand ils dépensent 150 milliards d'euros d'aide aux entreprises, sans rien demander aux entreprises en contrepartie, en filant des aides, des milliards d'euros à des boîtes qui versent des dividendes à leurs actionnaires, alors, du coup, quand vous entendez... ils sont nuls. Nul et archi nul. La solution maintenant. Une entreprise qui serait gérée comme ça, le conseil d'administration, il est fou dehors. Une commune qui serait gérée comme ça, mais le maire, il serait sous tutelle. Mais enfin, ces gars-là, ils sont incompétents. Non, mais et ils nous font payer. Et là, aujourd'hui, ils sont forts parce qu'ils viennent et nous disent il y a un trou, alors vous allez payer. Qui est-ce qui peut mettre 10 milliards ? Alors, les hôpitaux, l'école, les seniors, l'assurance chômage. Non, mais c'est pour ça que je les traite d'escrocs. Non, mais alors ça se traduit comment ? C'est des escrocs parce qu'ils nous racontent des histoires pour nous demander encore plus de cracher plus au bassinet. Non, mais au-delà de la blague, parce que le choix des mots est important. Quand vous entendez par exemple Gabriel Attal dire il faut quand même réfléchir à imposer davantage les rentes. Il pense au super profit, par exemple. C'est le débat en ce moment dans la majorité des grandes entreprises. Ça, vous dites, ça va dans le bon sens ? Ah oui, mais quand je vois qu'ils ont du mal à verbaliser, non mais même super profit, des fois ils bafouillent quand ils le disent, parce que Bruno Le Maire dit que ça n'existait pas, d'autres disent oui, il faudrait le faire, mais un petit peu quand même, pas de trop. Mais enfin, les mecs, ils n'ont jamais gagné autant d'argent. J'ai calculé les dividendes qui ont été versés aux actionnaires depuis 2018. Monsieur Macron, il est élu en 2017, il fait son budget des riches, et donc à partir de 2018, écoutez, ça a explosé. Dividendes et rachats d'actions. Quand j'ai additionné la somme des dividendes et rachats d'actions, c'est monté à 411 milliards d'euros. Ouais, mais dit comme ça veut rien dire. Mais pourquoi ça veut rien dire ? Mais enfin, c'est incroyable ça. Alors, venir chercher 10 milliards d'euros. Les profiteurs de crise aussi. Donc c'est plus cela. Les profiteurs de crise, c'est eux qu'il faut viser davantage. Mais bien sûr, quand je vous dis qu'ils se sont empochés 411 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions, ça veut dire que c'est de l'argent, 1, qui a été moins prélevé, 2, qui n'est pas reparti dans l'entreprise, 3, qui n'a pas servi à investir et relocaliser, qui n'a pas servi à augmenter les salaires. Enfin, et après, on nous demande à nous, salariés, retraités, jeunes, on nous demande de nous faire les poches à nous.
Enfin, il y a un moment donné, mais on devrait faire la révolution. On devrait tous sortir dans la rue. Et ça, c'est une question que je me pose. Fabien je Roussel. trouve que les salariés, aujourd'hui, ne s'interrogent pas plus sur le pouvoir qu'ils ont de remettre en cause les choix qui sont faits aujourd'hui. On leur demande de faire des sacrifices. On leur demande de ne pas accepter d'augmentation de salaire. On leur demande de payer plus cher l'alimentation, l'essence, l'électricité. Et excusez-moi, je trouve que ça ne bouge pas beaucoup. Je trouve la révolution, carrément. Oui, oui, mais ça ne viendra pas du Parlement dans la mesure où le gouvernement refuse de faire de PLFR et que si jamais ça venait au Parlement, comme là à la fin de l'année avec le budget, on a le droit à la guillotine du 49.3. Alors, excusez-moi si j'étais un peu long, mais il fallait expliquer. Oui, en effet, on est très en retard. Fabien Roussel, on vous retrouve juste après le fil info, 8h53. Mathilde Romagnan. Les obsèques de Chemseddine ont lieu aujourd'hui à Viry-Châtillon, dans l'Essonne. L'adolescent de 15 ans est mort vendredi dernier après avoir été passé à tabac à la sortie du collège. Une marche blanche est aussi prévue ce vendredi. L'enquête sur la mort d'Émile se poursuit au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Un petit os appartenant à l'enfant a été retrouvé la semaine dernière selon le procureur dans le secteur où le crâne et les vêtements d'Émile avaient déjà été découverts. Le mois de mars a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde et c'est le 10e mois consécutif à battre un record mondial de chaleur selon l'Observatoire européen Copernicus. Ce matin, la Cour européenne des droits de l'homme rend sa décision sur la question de l'inaction climatique des États, accusation émanant de plusieurs associations. La vigilance orange pour risque de crue est maintenue dans 5 départements. 7 autres le sont aujourd'hui pour vague submersion. La dépression Pierrick touche le quart nord-ouest de la France avec des averses orageuses à prévoir. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Bracchia. Toujours avec Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français. C'est vous, les communistes, qui avez mis sur la table la question du CETA, cet accord de libre-échange avec le Canada. Le Sénat l'a rejeté. Il n'y aura pas de vote dans l'immédiat pour le moment à l'Assemblée, pas avant les européennes en tout cas. C'est normal, dit Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'il fait l'objet de manipulations politiciennes. Donc il faut laisser passer les élections. C'est ce qu'elle a dit ici sur ce plateau la semaine dernière. Bon, visiblement, elle n'a pas raison. Ah ben non, mais alors ça fait l'objet de manipulations politiciennes. Non, mais la colère des agriculteurs qui ont envahi les autoroutes, elle est fausse aussi, c'est l'illusion. Pendant une campagne électorale, forcément ça peut être manipulé dans un sens ou dans un autre. Mais que ce soit avant ou après la campagne électorale, le problème il se posera, les parlementaires devront de toute façon s'exprimer. Faisons-le maintenant, comme justement on parle des élections européennes et que les Français entendent tous les jours les enjeux liés à l'agriculture, c'est l'occasion d'être pleinement informés. Qui va voter quoi ? Moi, j'aimerais bien que les Français puissent voter aux élections européennes en sachant ce que chaque parti a voté. Mais il n'y a pas de date à l'Assemblée, là. Eh bien, parce que le gouvernement est dans le déni de démocratie. Ils ne veulent pas que l'on puisse voter à l'Assemblée. C'est d'ailleurs presque... Il y a eu un cas, je crois, sous la Ve République où un texte n'a pas été transmis directement du Sénat à l'Assemblée nationale. Donc, nous demandons au gouvernement de transmettre ce texte à l'Assemblée nationale. S'il ne le fait pas, nous avons prévu, nous, de proposer, dans le cadre de notre niche parlementaire, le 30 mai prochain, un projet de résolution qui reprend les termes de ce texte pour que l'Assemblée s'exprime quand même. Et donc, ça montrera aux Français qu'au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, il y a une volonté majoritaire de rejeter cet accord de libre-échange. Ça n'aura pas de valeur juridique. Mais ça n'aura pas de valeur juridique. Pour avoir une valeur juridique, je le dis ici, s'il le faut, nous lancerons un processus de référendum d'initiative parlementaire. Parce qu'une autre manière de rejeter ce CETA, c'est ou par la voie du Parlement ou par la voie du référendum. Et donc, nous proposerons... Ça prend du temps. Ah oui, mais ça prendra du... Mais vous savez depuis quand ça dure, cette histoire ? Il est déjà mis en application depuis 7 ans. Depuis 7 ans, oui. En procédure accélérée. Ils se foutent de nous, quand même. Hein. Et Valérie Ayé a expliqué que même en cas de refus, la tête de liste Renaissance, elle a expliqué ici que même en cas de refus des deux assemblées, juridiquement, le CETA, en partie, pourrait tout de même s'appliquer.
Oui, parce que le gouvernement n'est pas obligé de notifier le vote des deux assemblées à la commission, qui donc n'en tiendrait pas compte. Mais les Français se sont fait flouer en 2005 lors du référendum sur le traité constitutionnel européen. Ils se feraient flouer une deuxième fois sur un accord de libre-échange qui, à terme, va faire du mal à nos élevages et à notre agriculture. Et après, on s'étonne que les gens ne vont plus voter, qu'ils expriment leur colère par des manifestations qui peuvent parfois être violentes. Mais la violence, elle est chez eux. La violence, elle est politique. Quand un gouvernement refuse de faire s'exprimer la démocratie, eh bien, s'il le faut, nous irons au référendum. Nous demanderons un référendum, on mènera une campagne démocratique, citoyenne. On demandera à ce que les gens viennent signer cette demande de référendum d'initiative partagée sur un traité de libre-échange. Mais d'abord, il y a la niche parlementaire. Vous attendez de savoir comment ça va se passer à l'Assemblée. Bien sûr. Et on impliquera le monde agricole, les paysans, tout le monde ira signer sa demande de référendum pour avoir un référendum. Et alors là, pardon, le gouvernement qui ne voudra pas tenir compte une deuxième fois d'un référendum, il est assis sur le bio. J'ai juste une dernière question, il nous reste 20 secondes. Vous nous avez parlé de révolution tout à l'heure, là vous nous parlez de votre colère sur le CETA. Si LR déposait une motion de censure dans les prochaines semaines, vous la votez avec les Républicains. Pour renverser le gouvernement. Pour renverser le gouvernement. Non, mais on ne vote pas une motion de censure pour renverser un gouvernement. Je vous parle de votre état d'esprit général. Les LR parlent d'une motion de censure, si c'est de ça dont vous me parlez, sur un budget rectificatif. Si demain, le gouvernement vient avec un budget rectificatif qui dit on va prendre 10 milliards d'euros de plus sur l'école, la recherche, la santé, etc., et qu'il y a une motion de censure, oui, nous la voterons. Voilà. Merci beaucoup, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Vous étiez avec nous ce matin sur France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, les informer dans 5 minutes. Salia. 2 drames en quelques jours à la sortie des collèges. Samara, Chemseddine. Comment répondre à ce climat d'hyperviolence chez les adolescents? Comment l'expliquer aussi? On en parle dans un instant avec Benjamin Sportouche chez Les Informés. A tout de suite sur France Info. Quand on est cadre, on a aussi le droit de changer de cadre de travail. Chez Actual, c'est parce que nous pensons qu'on a le droit de choisir son travail que nous vous aidons à évoluer pour trouver le poste qui vous correspond le mieux. Pour passer le pas, il y a forcément un conseiller Actual près de chez vous. Actual, construisons ensemble votre travail. France Info Météo, avec les cafés Malongo. Torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com. Et Christine Peña, de la pluie, du vent et de la neige en montagne. Bah voilà, le temps est agité, il le reste. C'est un peu la dernière journée quand même avant le retour de l'anticyclone du soleil.